Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Chacun de nous a ses propres rêves. Chacun de nous a ses propres ambitions. Chacun de nous a ses propres projets. Donc si tu viens me voir, tu me dis que tu as ton projet de faire les jus. Moi aussi j'ai mon projet d'aller dans l'espace. Tu vois un peu? Donc ça va forcément créer un conflit. Où je vais me dire, pourquoi moi je dois rejoindre ton projet? C'est plutôt toi qui dois rejoindre mon projet. C'est plus charismatique d'aller dans l'espace. Au lieu de fabriquer les jus que les gens boivent. Tu vois le problème que ça cause? Non, les fabricants de jus ont aussi leurs propres rêves, leurs propres projets. Et peut-être même la fabrication du jus n'est que le levier pour réaliser leurs rêves. Ce n'est pas forcément que ça leur passionne. C'est pour ça que ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode n'est pas de venir dire, viens me rejoindre. Comme toi aussi tu fais les jus, viens on fait ensemble. Comme toi aussi tu fais la boisson, viens on fait ensemble. Comme toi aussi tu fais les sites internet, viens on fait ensemble. Ce n'est pas ça la méthode. Parce que dès que tu vas le faire, il y a un conflit de leadership qui va se poser. Il y a une crise d'ego qui va se poser, qui va faire en sorte que personne de vous n'aura la légitimité au final de pouvoir dire que c'est moi qu'on suit. Ce qu'il faut faire, c'est d'identifier dans la population hétérogène le mélange homogène de personnes qui ont déjà les mêmes aspirations que vous. C'est la première étape. C'est-à-dire qu'il faut segmenter d'abord. Par exemple, si je veux peut-être des personnes qui vont intégrer un de mes projets dans cette salle, tout le monde ne peut pas intégrer le projet, non. Il faut que je segmente la population. Pour segmenter, un critère que je peux utiliser, c'est de dire qui est membre de Startup Academy dans cette salle. Ce sera le premier critère. Dès que tu n'es pas membre, je vais te dire de sortir. Je vais continuer de causer avec les membres. Après, quand je vais causer avec les membres, je vais être radical dans la manière de causer. Je vais donner des avis tranchés, choquants, qui vont bouleverser certaines personnes. Comme lorsque je pose souvent la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Qui croit en Dieu dans la salle? Ça ne sert à rien de croire en Dieu. C'est une bêtise. C'est choquant, n'est-ce pas? Si tu te dis, mais comment? C'est un démon, le gars, là. Mais je viens de diviser la salle en deux en disant ça. Une catégorie de gens qui vont m'insulter, je vais les bloquer parce que je n'ai pas le temps pour causer en ligne. Et je vais garder l'autre catégorie qui a déjà un instinct de rébellion. Parce que remettre en question la croyance de Dieu, c'est un début de rébellion. Contre soi-même. On appelle ça l'intelligence existentielle. Et là, je sais qu'avec lui, on peut aller en guerre. Je ne veux pas savoir s'il fait les jus, s'il fait les sites internet. Non, ce n'est pas ce critère que je vais le sélectionner. Ce n'est pas pertinent. Je veux le sélectionner sur un critère où, de manière intime, nous avons des aspirations convergentes. Et dès que c'est fait, on peut maintenant parler de projet. Je vais lui dire, est-ce que tu sais même que les jus de fruits, là, c'est intéressant. Je commence à lui parler maintenant du projet et il rejoint plus facilement. Donc, je n'ai pas besoin que tout le monde dise que venez, on se lance. Non. Ce n'est pas nécessaire. Donc, comme je l'expliquais, il ne faudrait pas qu'à la fin de cette conférence, vous vous dites, je vais lancer mon projet seul. Je vais faire ma ferme seul. Je vais fabriquer mon produit cosmétique seul. Je vais me lancer dans les services informatiques seul. Ça va mal finir. Vous pouvez commencer seul, oui, pour comprendre comment ça fonctionne. Mais à un moment donné, vous avez l'obligation, si vous souhaitez résister longtemps, d'intégrer un réseau ou de créer votre réseau qui va permettre à ce que l'entreprise perdure pendant longtemps. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez faire faillite, qu'importe votre financement. Ce n'est pas pour rien que dans notre environnement, je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on parle des banques dans notre pays, les banques toutes au Cameroun pratiquement sont des banques commerciales. Vous savez ce qu'on appelle une banque commerciale? Commercial, ça vient du mot commerce. Le commerce, ça veut dire que je prends un produit à un prix, j'ajoute ma marge et je revends. C'est ça que toutes les banques du Cameroun font. Ça veut dire que les banques vont prendre l'argent au niveau de la banque centrale à un taux d'intérêt très faible, vont prendre l'argent des épargnants, vont prendre l'argent des investisseurs qui ont fourni le capital,
vont augmenter dans la marge dessus et vendre cet argent aux entrepreneurs qui ont besoin qu'on leur octroie des crédits pour aller créer leur entreprise. Et ils vont venir rembourser cet argent avec ces marges importantes. On va prendre notre valeur ajoutée et puis on va remettre l'argent des épargnants au calme, ou l'argent de la banque centrale, ou l'argent des investisseurs. C'est comme ça que presque toutes les banques fonctionnent. C'est pour ça que quand vous partez à la banque demander un crédit, on vous demande une garantie, parce que ce n'est pas leur argent seulement. Donc il faut qu'on se rassure que si le projet ne fonctionne pas, on peut récupérer quelque chose qui va nous permettre d'entrer en possession au moins de l'équivalent de 2 fois l'argent même que vous avez pris parfois. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf que la population au Cameroun est faite de plus de 60% de jeunes. Et vous connaissez combien de jeunes qui ont les titres fonciers? Vous connaissez combien de jeunes qui ont les maisons? Vous connaissez combien de jeunes qui ont des voitures qui ont une certaine valeur et qui peuvent donc avoir des crédits? Vous connaissez combien de jeunes qui ont des projets qui ont un cash flow important? Parce que même si vous n'avez pas des valeurs immobilières, des biens, pour avoir un projet qui génère des revenus régulièrement et vous faites tourner cet argent dans votre compte, ces transactions financières-là permettent à la banque de vous octroyer un crédit. C'est possible aussi. Mais vous êtes combien à avoir toutes ces caractéristiques-là? Vous êtes très peu. Ce qui fait donc en sorte que le système bancaire exclut près de 60% de la population. C'est pour ça que nos pères fondateurs sur le plan économique ont compris qu'il était important de créer leur propre mafia parce que ça ne pouvait pas leur permettre de se développer. Et ils ont commencé cette mafia par la tontine. Moi, je connais des tontines qui tournent des milliards par mois. Des tontines où on cotise 100 millions chaque mois. Oui, il y en a des tontines, même ici à Douala. Ce n'est pas que c'est possible. Je vous parle des tontines qu'il y a ici à Douala. Je ne parle pas que c'est possible. Toi, tu dis que c'est possible. Moi, je te parle des tontines que je connais. Ce qui fait qu'il y a des tontines qui ont plus de cash flow que certaines banques. Je viens plus loin. Ta question est pertinente. Étant donné qu'ils ont compris qu'ils tournent déjà beaucoup d'argent, et parce qu'il y avait beaucoup de problèmes qui se posaient, moi je connais beaucoup de personnes qui ont été agressées après les tontines, parce que comme on savait qu'ils partent à la tontine, ils vont bouffer des millions, on les agressait. Ils ont compris qu'il ne faut plus marcher avec la monnaie fiduciaire quand on va à la tontine. Ils ont commencé à créer leur propre banque, en commençant par les microfinances de 2e catégorie. Ça veut dire désormais on ne vient plus à la tontine avec l'argent, on vient à la tontine avec des chèques vides. On cotise à la banque, c'est-à-dire à la microfinance. On vient à la tontine avec le reçu de la cotisation. Celui qui bouffe, on lui signe le chèque du montant qu'il doit toucher. Il va à la banque avec le chéquier. Il touche à la banque en fonction de combien il veut toucher, avec la périodicité qu'il souhaite. Ce qui fait donc en sorte que maintenant l'argent de la tontine tourne dans leur banque. Et chaque fois qu'une personne dans la tontine crée un projet, il a l'obligation de créer le compte de son projet dans la banque pour que tous les flux financiers, même les salaires des employés, tournent dans cette banque. C'est pour ça que vous allez voir certaines microfinances. Vous ne voyez jamais personne entrer. On vous dit que le bilan consolidé d'un an, c'est 12 milliards. Je dis que mais les gens, si les clients viennent d'où? Moi, je ne vois pas les gens entrer ici. Comment ils font 12 milliards? C'est ça leur mafia. Et maintenant, les meilleurs parmi ces microfinances-là s'actualisent et deviennent des banques progressivement. Progressivement. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas fonctionner avec la mafia des autres. Et vous, vous êtes qui sans argent pour faire autrement? Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Même avec votre argent, vous n'êtes rien. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir... Ce que les gens ne savent pas, c'est que vous pouvez avoir 100 millions dans votre compte bancaire ce soir. Et puis vous êtes en train de dormir. Pendant que vous dormez à 1h du matin, on fait un discours, on dit que le franc CFA a été dévalué de 52%. Vous êtes en train de dormir. Quand vous levez le matin, vous voyez en rouge sur toutes les chaînes, franc CFA 50% d'évaluation. Et que 100 millions est devenu 50 millions en une nuit. Il y a des gens qui ne savent pas ça. 100 millions deviennent 50 millions pendant que vous êtes en train de dormir. Et là, c'est moins rigolo. Parce que peut-être c'était l'argent de l'entreprise avec les investisseurs, avec l'argent des fournisseurs qu'il fallait payer. Le fournisseur ne comprend pas qu'il y a eu la dévaluation. Il a aussi suivi l'information, mais il sait que tu lui dois 75 millions. Donc lui, la dévaluation, c'est une information pour lui. Ça n'a pas un impact sur l'argent que tu lui dois. Et c'est là où tu comprends donc que, attention, il ne faut pas garder de l'argent fiduciaire en quantité importante comme ça, il faut l'investir. C'est pour ça que, quand on dit, par exemple, que les plus riches du Cameroun, les plus riches du monde, c'est tel, il a une valeur de 200 milliards. Vous croyez qu'il y a un compte où il y a 200 milliards? Il faut être idiot pour croire ça. Il n'y a aucun compte bancaire où il a 200 milliards. Bon, je peux peut-être Elon Musk. On dit qu'il a 200 milliards de dollars. Il y a un compte qui a 200 milliards de dollars qui lui appartiennent. Non. Ça représente juste la valeur de ses actions dans les entreprises qu'il a.
Et lorsque ces actions-là sont valorisées, ça augmente la valorisation. C'est pour ça qu'on parle bien de la valeur et non de la monnaie fiduciaire comme si c'était les billets de banque. Parce qu'eux, ils ont compris que la monnaie varie fiduciaire en fonction des fluctuations, en fonction même de la spéculation. Parce qu'un président peut faire un discours, ça diminue la valeur de ton entreprise totalement. On peut décider dès demain qu'on va taxer telle matière première et ton entreprise utiliser la matière première là de manière fondamentale pour fabriquer son produit manufacturé. Directement, les coûts de production augmentent. Ou alors finalement, tu ne pourras plus fabriquer ton produit à cause de cette matière première qui a été trop taxée, qui fait en sorte que tu n'auras plus de marge si tu vends. Parce que si tu vends, tu vas vendre trop cher, les clients vont acheter les produits concurrents. Et ton entreprise vient de faire faillite à cause d'un discours, à cause d'un document qu'on a signé. Il faut donc aussi que dans ton entreprise, tu aies un lobbying qui influence aussi les deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, pour prendre des lois qui vont permettre d'avantager tes entreprises. Vous savez qu'il y a une loi contre la filouterie de loyer au Cameroun. Vous savez pourquoi on a voté cette loi? C'est le lobbying des bailleurs qui ont compris que les gens prennent nos maisons, ils s'accaparent de nos maisons, ils ne veulent plus payer le loyer. Il faut qu'il y ait une loi qui nous facilite la possibilité de les éjecter de la maison et même de les mettre en prison si nécessaire. Et on a voté une loi dessus qui est effective au Cameroun actuellement. Vous pensez que les lois comme ça, c'est les députés qui parfois n'arrivent pas à parler français qui écrivent ça? Ce sont des lobbies qui viennent et qui mettent tous les moyens en jeu, financiers, matériels, logistiques, humains, pour pousser les politiciens à voter des lois dans leur avantage. Et vous qui n'avez pas tout ça, vous allez faire comment si vous n'avez pas de lobbying, si vous n'avez pas de réseau? C'est la raison pour laquelle je ne peux que vous recommander soit de créer votre réseau. C'est la première chose que vous pouvez faire. Maintenant, créer un réseau, ça prend du temps. Ça demande de l'énergie, ça demande du charisme, ça demande de l'argent. Ça demande de la dextérité, ça demande du contenu, parce que vous devez être compétent pour convaincre des gens à intégrer votre réseau. Vous devez être capable de maintenir ces gens dans votre réseau sur une longue période. Vous devez être capable de développer des activités économiques dans le réseau pour permettre au réseau d'être rentable et de susciter de l'intérêt auprès d'autres personnes qui souhaiteraient intégrer aussi votre réseau. Donc ça, ce n'est pas... Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.